Bien, bonjour à tous, bienvenue. On est très très heureux de vous avoir parmi nous pour cette première. C'est notre première du talk format. Alors, parmi vous, il y a des habitués de la fabrique des formats. Quand on dit fabrique des formats, ça vous parle. Pour d'autres, peut-être un peu moins. Alors, je reconnais quelques habitués que je salue, et puis les nouveaux, je les salue évidemment également. Alors aujourd'hui, l'enjeu de ce talk format, ça va être justement autant de parler du format, de la question du format au travers de cette question fil rouge qu'on vous a annoncé 2022, pourquoi s'intéresser au format télé, mais aussi de vous parler et de démocratiser, d'ouvrir cette question du format à ceux qui la connaîtraient un peu moins, euh, au grand public, mais aussi la plupart d'entre vous êtes déjà des professionnels dans le secteur audiovisuel, donc ça va être intéressant voilà, de pouvoir vous donner quelques éléments sur le format par rapport aussi au positionnement de la fabrique. Et on va d'ailleurs tout de suite vous présenter la fabrique. Juste avant, laissez-moi vous présenter les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Fiona Bélier, directrice générale de la Fabrique des Formats. Bonjour Fiona. Bonjour Laïs, bonjour à tous. Et Arnaud Pontoiseau, chargé de formation continue et aussi de formation initiale à la Fabrique des Formats. Bonjour Arnaud. Bonjour Laïs et bonjour à tous et toutes. Je suis moi-même chargé de mission, chargé de veille en particulier. J'organise des sessions de rencontres habituelles à la fabrique. Et aujourd'hui, du coup, cette session un peu particulière qui est ce talk format qu'on espère, pourquoi pas, perpétuer par la suite. Vous voyez là à l'écran les autres membres de l'équipe. Voilà, le président fondateur Philippe Chazal et Andrea aussi qui est parmi nous dans l'équipe. Mais sans plus tarder, on vous présente un peu ce qu'on fait au quotidien, mais aussi comment est née la fabrique. Quelques mots peut-être de la directrice générale Fiona. Oui, alors du coup, je vais être un peu la mémoire de la fabrique puisque j'y suis depuis ses débuts, donc depuis 2016. Et donc, c'est intéressant de se replacer dans ce contexte de 2016, au moment où on a voulu lancer la fabrique. Et l'impulsion qu'on a mise dans cette création, c'était en fait beaucoup de retours des professionnels du secteur, des producteurs, des auteurs, mais aussi des diffuseurs et des distributeurs. C'était un constat partagé concernant le paysage audiovisuel français et les programmes qui sont diffusés sur ces chaînes, et notamment les formats. Et quand on parle de format dans ce contexte-là, on a plutôt une acception format de flux, même si Laïs et Arnaud reviendront là-dessus avec des éléments de définition un petit peu plus tard. En 2015-2014, et donc avec l'arrivée de la fabrique en 2016, il y a une première réflexion qui commence à se structurer autour de ces formats de flux, et on commence à regarder un petit peu les programmes qui sont diffusés sur les chaînes françaises, aussi bien les chaînes publiques que les chaînes privées, avec un constat partagé par la profession sur la forte propension d'adaptation de formats. C'est-à-dire que quand on regarde les chaînes, notamment des programmes diffusés en prime ou en access, la majeure partie des divertissements, des jeux, sont en réalité des adaptations de marques internationales qui peuvent venir des États-Unis ou du Royaume-Uni, et aujourd'hui de territoires beaucoup plus diversifiés. Donc, Marine, je ne sais pas si votre micro est coupé. Donc voilà, donc un territoire d'adaptation, et donc ce constat nous pousse à créer cet outil de la fabrique des formats avec donc ces différents leviers qu'Arnaud va vous présenter juste après, avec l'idée d'accompagner la création de formats sur le marché français, donc en local, mais aussi à l'international. C'est notre ambition depuis le départ, et c'est aujourd'hui la mission qu'on se donne auprès de tous les professionnels avec lesquels on travaille. Donc au menu, en deux mots du webinaire ce midi, quelques mots sur la fabrique et sur les outils, des éléments de définition sur le format, et puis pourquoi s'intéresser au format, et a fortiori aujourd'hui en 2022. Je passe la parole à Arnaud tout de suite. Merci Fiona. Ah, parfait, ça arrive. Donc effectivement, depuis qu'elle a été créée en 2016, la fabrique s'est pas mal développée sur différentes activités. Elle a développé des outils aussi pour à la fois accompagner et former des porteurs de projets, mais aussi des personnes qui s'intéressaient à la production de contenu en France. Donc très rapidement, on s'est décliné en 4 services aujourd'hui qu'on propose à nos différents clients. On a commencé par de la veille, où on fait effectivement de la veille de tendance, d'acteurs qui sont les nouveaux entrants, à la fois en France mais aussi à l'international. Voilà, quels sont un peu les acteurs clés qui vont à la fois structurer, être les leaders du marché ou qui vont connaître une croissance assez prometteuse. Et de la veille concurrentielle notamment, où on s'intéresse beaucoup à la programmation en France, de qu'est-ce qui est diffusé. Fiona le rappelait à l'instant, de quelle était le ratio entre création et adaptation.
c'est des enjeux assez forts en France, puisque dans le format, il y a ces logiques de création et d'adaptation, et notre objectif aussi, c'est d'étudier comment la France crée des formats et surtout comment on pousse les créateurs français à pouvoir lancer des formats à l'international. Donc, la résultante de ce travail de veille, c'est qu'annuellement, nous publions une étude sur justement les lancements de formats en France. Donc, on le fait à chaque fois sur l'année précédente, hein, donc un petit peu sur le modèle du CNC, où on fait un bilan d'une année sur les lancements de formats, et pour étudier aussi ces ratios de création et d'adaptation en France, bien évidemment. Un deuxième volet sur la formation, on se focalise à la fois sur la formation initiale et sur la formation continue. Donc, formation initiale, on est en partenariat avec des écoles pour lancer des projets d'incubation de projets étudiants de format, qu'on appelle des Fab Labs, notamment avec le CELSA, avec Subdeprod, et régulièrement, chaque année, nous avons quelques créations qui émergent pour ensuite soit rencontrer éventuellement des producteurs, des diffuseurs, ou qui puissent aussi bénéficier d'un investissement de la fabrique. Je vais y revenir dans un instant, c'est le 4e volet de nos services. La formation continue aussi, on développe pas mal un catalogue en ce moment autour de différents métiers liés au format, que ce soit l'écriture, le développement, la distribution. Et récemment, on ouvre un chantier sur l'éco-management. Donc, c'est un des métiers qui va émerger ces prochains temps, à la fois dans l'audiovisuel, mais aussi sur pas mal de secteurs de manière générale, sur comment accompagner la recherche, le développement, sur toutes ces dimensions, dans l'éco-responsabilité, sur comment vraiment avoir moins d'impact vis-à-vis de nos productions, des impacts environnementaux, de consommation de carbone, etc. Et récemment, en décembre 2021, on a été certifié Calliope, donc sur les actions de formation auprès de Calliope. Ensuite, donc, nous sommes aussi une entreprise qui fait de l'accompagnement et l'expertise. Donc, l'accompagnement pour vraiment, pour tout porteur de projet qui aurait envie de se lancer dans le format ou qui n'a pas forcément les connaissances sur le format, mais qui voudrait s'orienter là-dessus. Donc, là, notre objectif, c'est vraiment de les accompagner sur tout un processus, si ce n'est sur la bible éditoriale, sur la budgétisation, sur la protection juridique et des expertises aussi, avec un réseau d'experts qu'on a développé au bout de 5 ans, enfin depuis 5 ans, pardon, avec des experts auteurs, producteurs, diffuseurs, distributeurs, des avocats aussi, des investisseurs. Donc, on essaie vraiment d'étoffer au fil des années ce réseau d'experts pour vraiment accompagner de bout en bout les porteurs de projets et les projets aussi qui vont devenir des formats français ou de coproduction française et internationale. Et enfin, bien sûr, un dernier volet. La Fabrique des formats s'est créée donc, en 2016, donc à la base d'un fonds d'investissement où l'objectif, c'est d'investir dans des projets. Et cet investissement, il se caractérise par le financement d'une partie du budget de la production, donc jusqu'à 50%, mais ça peut être 40, 20, 30, etc., en fonction des besoins du producteur, mais aussi de ce que peut apporter les autres futurs partenaires économiques, que ce soit les diffuseurs, les distributeurs ou des coproducteurs. Et effectivement, là, on vous a mis 4 exemples de formats qu'on a accompagnés à la Fabrique, dont notamment Tu préfères, et qui a été diffusé sur Arte, Polichinelle également, qui a été une fiction diffusée sur Arte, mais également Drone Challenge Arena, qui a été diffusé sur France 4, et la dernière création qui a connu une diffusion sur France Télévisions, sur France 3, À vous de trouver le coupable, qui a plutôt bien marché, notamment durant les cases de Noël en 2020. Au-delà de ça, donc, en plus du fait qu'on soit une entreprise qui propose pas mal de services pour accompagner les porteurs de projets, la Fabrique des formats est très investie aussi dans le fait de promouvoir la filière des formats et la création française de formats. Et donc récemment, elle a créé avec plusieurs autres organismes, donc, comme les sociétés d'auteurs de jeux, les syndicats de producteurs, syndicats de distributeurs, les associations de diffuseurs et la FICAM pour créer l'ACP2F, donc l'Alliance pour la création et la promotion de formats français, où l'objectif, c'est faire du lobbying auprès des pouvoirs publics pour pouvoir montrer qu'il y a une vraie promesse dans la filière des formats, qu'elle est qu'elle est créatrice de valeur et qu'il faut se saisir de sujets en France dans les appels à projets, dans les politiques publiques d'investissement, etc., etc. Alors du coup, la question fondamentale de ce webinaire, c'est qu'est-ce qu'un format? Et on va essayer ensemble de construire la définition pour bien comprendre les enjeux que ça implique derrière et qu'on va développer avec Fiona et Laïs dans un instant. Alors très souvent, quand on parle de format,
C'est un terme qui est très souvent utilisé à la fois dans la presse, très souvent dans vos lectures, que ce soit sur les réseaux sociaux ou voilà, dans vos habitudes quotidiennes de presse. Vous rencontrez souvent ce terme. Et usuellement, il s'applique très souvent sur la partie un peu technique d'un contenu. C'est-à-dire si c'est un format vidéo, 16:9, 4 tiers, 9/16, 9/16. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la taille d'un smartphone. Mais grosso modo, c'est un peu le 16/9 retourné, mais qu'on retrouve sur les smartphones, format portrait. Les formats YouTube aussi, où ça fait référence à la qualité de la vidéo. Si je suis en 1080 pixels ou en 360 pixels, ça désigne aussi, souvent on voit dans les JT ou comment dire, dans les émissions de magazines, le terme de grand format. C'est pareil pour désigner un peu la durée d'un contenu. Donc, très souvent, c'est des reportages qui durent 45 minutes au lieu que ce soit des formats de 5 minutes qu'on peut retrouver dans un journal télévisé classique. Et ça désigne aussi les formats, une manière en fait de concevoir un concept, un contenu. Donc, parfois, on trouve aussi le terme de nouvelle écriture. C'est assez symptomatique aussi de ce terme de format. C'est tout simplement l'expression d'un contenu avec des nouveaux dispositifs ou des nouveaux outils pour créer une narration ou pour raconter quelque chose de manière différente. Alors ici, ce que je vous ai mis, c'est une première définition qu'on a en France d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique. Donc je ne vais pas vous la lire, hein, bien sûr, mais ça vous borde un petit peu l'ensemble des sujets que traite le format, donc à la fois le fait que ce soit un concept assez précis, qu'il y ait une philosophie du jeu. Et on va voir dans un instant que cette définition n'est pas assez complète, et on va voir en quoi. La présentation, on pourra vous la fournir, bien sûr, en fin de webinaire, bien évidemment. Et donc, en effet, on comprend de ce que vous a dit Arnaud il y a un instant, que cette notion de format est donc aussi très questionnée, au final, encore aujourd'hui, même dans le secteur. Pour revenir très brièvement sur ce que tu disais, effectivement, si on remonte sur l'étymologie, en tout cas sur le terme format qui est utilisé dans plein de contextes différents, on va voir que petit à petit, donc là j'ai repris une ramette de papier, le format papier typiquement, qui renvoie donc à quelque chose de vraiment très matériel. On arrivait sur quelque chose de plus en plus dématérialisé. Tu y faisais référence il y a un instant sur la taille des écrans, Arnaud. Aujourd'hui, ça désigne, quand on dit format, aussi des formats d'écran, et d'autant plus aujourd'hui où on vit dans un monde où en fait on a énormément de supports différents. Il y a eu une époque où, voilà, quand on entend format dehors, dans la rue et autres, souvent c'est référence aussi à ces écrans. Et puis les durées, tu le disais, les fameux 13, 26 minutes, 52 minutes, ça arrive souvent, moi en tant que, du coup, souvent à la réception des projets qu'on nous propose, du coup, d'avoir des porteurs de projets qui au début comprennent aussi ce terme de format plutôt dans ce sens-là. Ils disent, mais j'ai un format qui est de ce sens-là. Effectivement, c'est une définition aujourd'hui qui fait partie des définitions associées au terme format. Mais c'est vrai que nous, on va plutôt associer ça à la durée, plutôt pour désigner la durée justement d'une émission. Et alors, on a aussi du coup le format, et tu le disais, c'est aussi après petit à petit, on comprend que c'est devenu une notion un peu plus abstraite, et ça renvoyait à une configuration, à un dispositif. Et de ce point de vue-là, c'est le cas dans l'audiovisuel, mais aussi même dans d'autres secteurs, même en politique. On parle du format Normandie, par exemple, pour désigner la configuration diplomatique particulière, voilà, entre différents acteurs. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on utilise dans différents contextes. Maintenant, sur le plan audiovisuel, bien souvent, quand on dit format, on associe ça à un genre en particulier. Et d'ailleurs, c'est souvent vrai, le terme TV format, avec cet accent un peu britannique, est justement né en Angleterre, pour désigner justement ces programmes, ces concepts exportables. On va y revenir dans un instant avec Arnaud. Et bien souvent, les premiers concepts exportables ont été des jeux. Et donc, très souvent, ou en tout cas des divertissements, très souvent, on associe le format au flux. Et or, on va le voir, ce n'est pas forcément toujours le cas. J'ai pris ici comme exemple, vous avez donc le top 100 des formats qui ont le plus voyagé sur l'année 2020. C'est fourni par Cassette Média, qui est une agence média qui regroupe et qui comptabilise l'ensemble des ventes de formats, entre autres. Et donc, vous pouvez voir, si on regarde, c'est intéressant, les 5 premiers, le top 5, Who Wants to be Millionaire, c'est le format le plus vendu au monde, encore aujourd'hui en 2020, avec 102 ventes. C'est effectivement un jeu. Et c'est celui-là qui a même donné, je dirais, ça a participé à la définition qui s'est
au fur et à mesure construite de ce qu'est un format TV si on suit cette définition anglo-saxonne. On regarde Deal or No Deal, c'est encore un jeu. Got Talent et The Voice, ce sont des talent shows mais gamifiés d'une certaine manière. Donc, on a toujours cette dynamique avec des notions particulières qui naissent par la suite de mécaniques et qui sont souvent associées. Mais c'est par effet d'association que du coup, on a tendance à analyser et comprendre le format comme étant un genre. Mais en fait, c'est un peu plus que ça et on vous propose du coup une définition un peu plus particulière pour élargir cette définition parce qu'on va voir que d'autres genres s'y prêtent tout autant. N'est-ce pas, Arnaud? Oui, tout à fait. Mais oui, comme tu disais, effectivement, la notion de format en France, de TV format, elle est assez héritée du terme anglo-saxon et aussi de la culture anglo-saxonne. L'idée de créer des marques, en fait, qui vont se pérenniser à la fois sur des territoires locaux, mais aussi à l'international. Et comme tu disais, effectivement, les programmes de flux sont assez présents. Enfin, les formats s'expriment principalement sur les programmes de flux, de manière historique, en tout cas. Mais ces émissions, elles ont toutes donc, un point commun. Au-delà du fait qu'elles soient des divertissements et des jeux, c'est là où ça va nous amener à comprendre la définition du format, c'est que ce soit Masked Singer, que ce soit koh que ce soit La France a un incroyable talent ou Fort Boyard, ces formats, ils ont tous un concept phare très identifiable. Ils ont des mécaniques assez détaillées, précises. Quand on voit par exemple koh c'est une mécanique assez très, très complexe. Quand on voit ce qui se passe au début, ce qui se passe à la fin, les différentes étapes qui sont développées entre l'épreuve, si je vais essayer de faire dans l'ordre, si c'est les camps jaunes et rouges, que ce soit ensuite la réunification, qu'après il y a l'épreuve d'orientation, les poteaux, la finale, on sent que déjà il y a une première mécanique générale assez détaillée. Quand dans la mécanique des épisodes, c'est-à-dire épreuve de confort, épreuve d'immunité et conseil, c'est aussi dans le détail. Donc, on voit qu'il y a une mécanique assez précise, rodée, systématique, qui se répète d'épisode en épisode. C'est pareil pour Masked Singer, The Voice, on retrouve des mécaniques, alors qui ne sont pas du tout les mêmes que koh mais cette idée effectivement de créer un système de déroulement qui se duplique sur plusieurs épisodes. Et en plus, cette particularité du format, c'est le dernier aspect de la définition, c'est que l'objectif du format, c'est qu'il voyage à l'international. Donc là, on vous a mis la définition du format donc sur ces 3 grandes caractéristiques, mais sachez qu'un format n'existe pas s'il ne voyage pas. Donc, par exemple, vous pouvez créer un jeu, un divertissement ou autre, une fiction même, mais si cette création reste en France, ce n'est pas un format. Pareil, autre chose, si par exemple, ce qu'on appelle un ready-made, c'est-à-dire que vous vendez un projet tel quel, c'est-à-dire sans qu'il y ait d'adaptation locale ou qu'il y ait juste une traduction du projet, ce n'est pas un format. Donc, typiquement, par exemple, Friends, ce n'est pas un format parce qu'on l'a connu tel quel avec les traductions. Il n'y a pas eu d'acteurs français qui ont interprété Rachel, Phoebe, etc. Donc ça, c'est assez important à comprendre quand on veut se lancer dans le format. Que derrière, il y a forcément une optique de voyage et donc d'exportation. Donc sur ces exportations, il y a quand même des enjeux économiques et de valorisation assez stratégiques, notamment en termes de rémunération d'auteur, parce que quand vous êtes auteur de ce format, vous percevez des droits d'auteur en fonction des différentes exploitations qu'il peut y avoir. Si c'est une exploitation en France via un diffuseur, donc qui vous achète les droits de diffusion. Si c'est via un distributeur qui vous achète les droits d'exploitation de ce qu'on appelle une licence, donc la licence, c'est tout simplement votre marque. On peut l'associer à l'idée de brevet aussi, c'est-à-dire que quand vous créez un concept et que vous le déposez, vous avez un brevet d'un concept, d'un contenu, avec une mécanique précise et toute la fiche technique qui va avec. Donc derrière, il y a vraiment un enjeu de valorisation de création immatérielle, dans le sens où si vous arrivez à créer une marque, quel que soit son genre, donc un format, et qui s'exporte à l'international, ça crée vraiment une forte valeur immatérielle. On voit vraiment les marques aujourd'hui qui sont installées en France et à l'international, c'est des marques qui ont aujourd'hui des grandes valeurs en termes de valorisation immatérielle. Voilà. Et cette définition du coup que tu donnais à un instant, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que le format, ça la détache, ce qu'on disait il y a un instant, du genre et d'un genre en particulier en soi, mais est désigné comme format tout programme qui a cette dimension particulière, ces dimensions et ces caractéristiques particulières que tu as énoncées jusqu'alors. Et en fait, on se rend compte que ça élargit, il y a d'autres types. Et c'est intéressant de voir que ça permet, si on comprend le format comme n'étant pas un genre en particulier, mais comme quelque chose qui vient s'ajouter aux différents genres audiovisuels, c'est intéressant, ça nous évite d'avoir parfois
les problèmes de catégorisation qu'on retrouve souvent dans le secteur. On en est souvent confronté. C'est vrai que chaque acteur va avoir tendance à classer tel ou tel programme dans telle ou telle section de son catalogue, que ce soit un distributeur, que ce soit un diffuseur ou même un producteur, parce que voilà, pour des raisons parfois plus ou moins économiques ou autres. Mais en réalité, on peut voir cette dimension format, peu importe les genres. Alors, il y a évidemment des genres qui s'y prêtent plus que d'autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas forcément l'apanage du flux, puisque typiquement, on retrouve des formats de fiction, que ce soit les shortcoms, qui existent depuis un petit moment maintenant, Caméra Café en étant une marque française, mais voilà, il y en a d'autres, un gars, une fille, par exemple, mais aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des programmes de flux qui ne sont pas forcément des formats, à commencer par alors, les JT. C'est vrai que l'information, de manière générale, s'inscrit dans un cadre qui est celui d'un cadre spatio-temporel très particulier, donc c'est clairement pas quelque chose de duplicable à l'international, et le JT est un genre en soi, c'est pas vraiment, enfin, ça se distingue, mais évidemment, de toutes les manières, tout ce qui est de l'ordre du talk, et qui met en avant l'incarnation, et voilà, on ne peut pas dupliquer par définition une incarnation, et donc n'est pas forcément du format. Donc, c'est vrai que ça permet de considérer le format ainsi comme quelque chose en plus des différents genres, de faciliter aussi la considération à d'autres genres, justement, qui vont, on entend un petit peu moins parler du format, tel que le documentaire ou l'animation. Mais c'est vrai que, de manière générale, on a aussi de plus en plus, on peut le voir même au travers de ce schéma ici qui regroupe, c'est une proposition de nomenclature des genres, qu'on a de plus en plus aussi des hybridations. C'est-à-dire que quand on parle de talent show, on est à la fois sur quelque chose qui est de l'ordre du divertissement pur et du jeu aussi. Voilà, c'est de la musique, c'est de la chanson, de la variété, et en même temps avec une gamification derrière. C'est déjà une espèce d'hybride. Et aujourd'hui, on en trouve de plus en plus et on en crée de plus en plus des hybrides. On a des choses qui sont même entre la fiction et le divertissement. On a ce qu'on appelle par exemple le mockumentary. C'est le cas par exemple de la série The Office, qui aujourd'hui est adaptée. Elle existe en Angleterre et aux États-Unis. D'ailleurs, c'est intéressant de constater que ces deux pays parlent anglais, pourtant deux versions différentes, ce qui montre bien que le format est aussi une question de culture et pas tant de langue aussi. Donc, ce n'est pas juste en mettant des sous-titres, mais c'est bien aussi adapté à un contexte culturel. Et donc, c'est intéressant de voir que les genres s'hybrident et que du coup, on a donc une définition du format qui est plus complexe qu'un simple genre. Voilà, je te laisse la parole, Fiona, peut-être pour parler un peu plus en détail du marché français. Oui, alors donc vous voyez que la question du format est assez centrale à la Fabrique et qu'on s'est largement interrogé sur ces questions de catégorisation. Qu'est-ce qu'on appelle format, pas format? Quelle est la limite du format? Est-ce qu'un programme est un format sans le savoir? Est-ce qu'un programme devient un format en voyageant? Enfin, il y a pas mal de typologies assez différentes. En tout cas, nous, ça nous passionne et on passe beaucoup de temps à réfléchir là-dessus, notamment dans le contexte de l'étude annuelle sur les formats qu'on produit chaque année dans le contexte du MIP TV, donc au printemps. Quelques éléments de contexte sur le marché français, et je l'ai dit en introduction, sa propension à diffuser des adaptations de formats étrangers. Comment se comportent les formats sur notre marché en France? Là, vous avez sous les yeux en fait un diagramme qui est issu de la dernière étude sur les formats, donc qui est sortie en 2021 et qui portait sur les nouveaux lancements de formats en 2020 sur les chaînes françaises et dans les catalogues France des plateformes Netflix et Amazon. Ce qu'on constatait pour faire une synthèse rapide sur cette année-là, c'est qu'en gros, on avait parmi les nouveaux formats qui étaient lancés à la fois des créations, donc des créations made in France de formats, des adaptations, bien sûr, de formats étrangers qui viennent d'autres territoires, et aussi des phénomènes de dérivés, donc des spin-offs de formats existants, avec parfois des segments un peu différents ou un public, un casting un peu différent. Il peut y avoir plusieurs sortes de variations et donc de dérivations, mais on reste quand même sur une même marque et une même identité. Et puis, quatrième catégorie qu'on ne perçoit pas tout à fait sur le graphique, qui correspond au segment en jaune pâle, concernant les reboots, donc des formats qui étaient à l'antenne,
qui ont disparu des antennes et qui reviennent. Ça, c'est un phénomène un peu plus général sur le marché un peu vintage et nostalgie sur la remise à l'antenne de marques qu'on a consommées plus jeunes, enfants, adolescents, etc. Sur cette année 2020, en gros, 4 formats sur 10, parmi ceux qui sont nouvellement lancés, sont des créations. Donc c'est un ratio qui est pas si négatif que l'impression qu'on peut avoir en regardant la télévision, mais je pense qu'il y a des marges de progression qu'on peut trouver et aussi bien sûr avec le travail de la fabrique et de ses partenaires. Quelques éléments de contexte sur ce marché des formats. Là, on se positionne beaucoup en tant qu'acteur français qui regarde le marché français, c'est assez logique. Si on fait quand même le contrepoint et qu'on regarde à l'international comment la France est perçue, assez logiquement, la France est considérée comme un territoire d'adaptation sur lequel beaucoup de formats sont achetés pour être adaptés. Donc, ça en fait pour l'international et les producteurs et les distributeurs et vendeurs du marché international, ça fait de la France un marché attractif, un marché de référence qui est assez mature sur cette question des formats, des divertissements et de l'adaptation. Et donc voilà, un territoire qui compte. Donc aussi pour ajouter des éléments positifs dans ce constat. 2 autres éléments qui me semblent importants pour bien comprendre la situation qu'on a en France et celle que j'ai décrite au début. Deuxième élément, pendant longtemps, la France était largement concentrée sur son marché local, c'est-à-dire plutôt marché domestique et tournée vers le national. C'est assez logique, c'est pas spécifique à la France, mais c'est néanmoins un élément intéressant pour comprendre aussi pourquoi les professionnels et les acteurs du marché ne se sont peut-être pas tournés si tôt par rapport à d'autres territoires, des territoires scandinaves ou le Royaume-Uni ou les États-Unis, ne se sont pas tournés si tôt vers le format, puisque vous l'avez bien compris maintenant, la vocation du format, c'est son voyage, le fait qu'il soit exporté à l'international et adapté un grand nombre de fois sur différents territoires. Donc, un marché local qui est autosuffisant ne va pas favoriser un développement ou la structuration d'une filière des formats avec des créations qu'on pousse vers l'international. C'est assez logique. Dernier élément qui est aussi important à avoir en tête quand on regarde ce marché et la question des formats, c'est l'audiovisuel et le financement de l'audiovisuel est historiquement structuré autour de la notion d'œuvre, notamment parce que le CNC joue un rôle central dans ce secteur et qu'il accompagne, soutient et finance des programmes de stock, donc fiction, documentaire, animation, avec la notion d'œuvre. Donc, ce schéma de pensée-là, qui est un héritage historique et culturel, n'est pas très compatible avec ce qu'on a décrit, c'est-à-dire la notion de sérialité, y compris pour la fiction, et bien sûr le caractère industriel du format, c'est-à-dire produire beaucoup et exporter. Donc ces éléments-là sont à avoir en tête pour comprendre aussi pourquoi on accuse un retard, pourquoi on est plutôt un terrain d'adaptation, mais pourquoi aussi on peut progresser dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui. Maintenant, si on se pose la question concrète en apportant des éléments de réponse sur pourquoi s'intéresser au format, il y a 4 points que nous avons voulu mettre en exergue ce midi avec vous. Il y a d'abord le fait que, et tu peux changer Arnaud le Pardon, slide. j'attendais que… Non, je t'en prie. Il y a d'abord le fait qu'on est aujourd'hui, que les formats, la manière dont ils voyagent, leurs caractéristiques, sont en fait au cœur d'un phénomène plus global, un phénomène plus grand d'un marché globalisé. On voit bien aujourd'hui que les contenus voyagent vite, voyagent de manière massive et sur différents territoires. Ça concerne le format, ce phénomène, il est bien sûr plus large que le format. On arrive aujourd'hui à avoir des contenus qui adressent instantanément un public international. Alors bien sûr, c'est aussi sous l'impact des plateformes. Mais citons par exemple Lupin, qui est un bon exemple. On est là sur un contenu produit, un contenu français qui est capable d'adresser un public international. Donc ce contexte de globalisation, il est intéressant et il donne de la force au format et au marché du format.
De la même façon, les plateformes, dans leur réflexion et dans leur stratégie, sont tout à fait compatibles avec ces éléments de format et cette logique de format, puisque elles-mêmes cherchent à développer, pérenniser des marques et à décliner ces marques sur les différents territoires dans lesquels elles sont présentes, en adaptant parfois au public local, aux spécificités culturelles, aux préférences, avec un casting local. Ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui au centre de la stratégie de ces plateformes, qui ne peuvent pas être uniquement globalisées avec une diffusion unilatérale, univoque de leur contenu. Dernier élément sur cet aspect phénomène de marché, donc les tendances au global, c'est qu'on constate là aussi un élément intéressant, c'est le poids aujourd'hui de l'adaptation. Donc il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qui sont très compatibles avec le marché des formats tel qu'on le décrit depuis le début. Sur l'adaptation, on peut citer un chiffre intéressant. Si on regarde la fiction, on voit qu'on a aujourd'hui de plus en plus d'adaptations. Adaptations de romans, adaptations de fiction étrangère. On a, au-delà des questions de création et d'innovation que cela pose, ça permet bien de considérer le format dans toutes les catégories, dans tous les genres. Et non pas uniquement des jeux de plateau qui seraient par définition des formats, mais bien une capacité à concevoir les programmes pour les dupliquer et les exporter à l'international. Deuxième élément sur lequel on veut insister et qui marque bien le fait que les formats sont au centre, de plus en plus au centre du secteur des contenus et qu'il y a un réel avenir sur les formats, ça on en est persuadé évidemment à la Fabrique, y compris les formats Made in France, c'est que qui dit format dit dimension économique. Parce que, vous l'avez compris, il y a derrière une logique de marque, il y a l'idée de créer de la récurrence. Pourquoi est-ce que des producteurs de documentaires se questionnent aussi aujourd'hui avec nous dans les échanges qu'on peut avoir sur la question du format? C'est bien l'idée de réfléchir de manière sérielle, de produire du volume et de s'installer dans les grilles avec des cases récurrentes et donc d'installer sa marque, sa marque de fabrique aussi et ses différentes histoires. Donc, on voit bien que création, créativité n'est pas antinomique avec la dimension format qui concerne aussi ces créations. Donc là, évidemment, l'idée d'être pérenne sur plusieurs saisons et de créer des rendez-vous, c'est un modèle qui est vertueux, évidemment, pour le diffuseur, quel qu'il soit, concerne aussi les plateformes, et aussi pour le producteur et les auteurs qui y sont attachés. Donc, c'est une dimension qui est positive pour toute la chaîne de valeur. Et enfin, dernier élément, qui dit format dit internationalisation, ça ne vous a pas échappé, là aussi, des perspectives économiques très importantes, si ça fonctionne, pour tous les ayants droit et tous ceux qui ont des parts de propriété dans le format. Donc, vraiment un sujet qui est aujourd'hui très compatible avec le marché des contenus tel qu'il est en train de se structurer, notamment sous l'impact des plateformes. Et donc, je laisse Lace sur l'aspect hybridation. Lace, ton micro est coupé. C'est bien ce qui me semblait. Je disais complètement parce qu'en plus du coup de ces considérations économiques que tu développais, Fiona, on a d'autres considérations de pourquoi s'intéresser au format en 2022. Parce que le format, c'est aussi une source de créativité, d'une certaine manière, de deux manières là, qui sont un petit peu exposées dans le slide. Mais je dirais que voilà, avoir en tête ces dynamiques format et le potentiel que ça donne à l'international, comme tu le disais, Fiona, avoir en tête que cet objet avoir en tête que cet objet, dès le début, dès la genèse du projet créatif, et puis voilà, avoir en tête que ça enrichit la création et le contenu aussi, que ça peut ouvrir des portes, c'est comme ça qu'apparaissent de nombreux sous-genres. C'est le cas, par exemple, tout à l'heure, on discutait de différents sous-genres qui sont nés, mais notamment via des hybridations. On a là un exemple d'un visuel d'un format qui est né aussi, qu'on a pu aider au sein de la Fabrique des formats. Ça s'appelle Thriller Game pour son nom international. Et à vous de trouver qui est le coupable pour la version française, qui a été diffusée sur France 3 du coup en décembre 2019. Et c'est vrai qu'on est sur un format un peu hybride puisque on a à la fois le côté du jeu,
puisque c'est un jeu. L'idée, c'est de mettre le téléspectateur au cœur d'une enquête. C'est lui qui doit trouver qui est le coupable. Et en même temps, d'ailleurs, on le voit bien à travers ce visuel, c'est tous des éléments vraiment de scénario très, très proches de la fiction qui sont ici mis en évidence. Et donc, on arrive justement parce que les producteurs avaient d'ores et déjà en tête cette idée de format et de rendre justement cette hybridation pour créer un nouveau concept, un nouveau genre exportable, et a donc été dès lors à l'origine de nouveautés. Et aujourd'hui, donc, ce format est en discussion pour des exports potentiels à l'international. Mais ce qui est drôle à constater aussi, c'est qu'on a même des formats qui sont devenus formats par, j'allais dire, existence de cause, par effet de marché d'une certaine manière, mais aussi parce que dans leur caractéristiques profondes, eh ben, en fait, même si elles ne sont pas nées en tant que format, sont devenues des formats. Là vous reconnaissez peut-être le visuel de 10%. C'est le cas de cette série de fiction, donc, qui à la base n'est pas née en tant que format de fiction, mais sa structure est telle que en fait, elle se prête complètement à l'adaptation. Le fait d'avoir un épisode avec un invité qui est un guest local et qui joue son propre rôle, et voilà, on est déjà des éléments dans le concept. Et puis, voilà, cette série aujourd'hui existe donc aussi bien en ready-made, comme tu disais Arnaud, dans la manière de l'exporter, mais aussi en tant que format, on a la version québécoise qui est déjà née depuis un petit moment, Les Invisibles, une version turque aussi qui a déjà été diffusée, mais on a d'autres versions en vue, la version britannique qui devrait arriver prochainement, l'Italie, l'Espagne, l'Inde, la Chine. Bref, un cas d'école assez intéressant, et en plus c'est une création française à regarder. Si vous aviez des questions par la suite, on pourra y revenir sur ces formats de fiction. Mais c'est vous dire, voilà, c'est dire le potentiel que certains contenus pourraient avoir si la dimension format était pensée dès le début. Voilà, je te laisse la parole, Arnaud, sur la suite, justement, en lien avec le Made in France. Yes, tout à fait. Effectivement, comme tu l'as dit, Lace… pardon. Je vais y arriver. Tu disais, Lace, en fait, c'est vrai que le fait que pas mal de formats deviennent formats malgré eux, et surtout dans la fiction, c'est vraiment le genre qui est assez j'allais dire victime, c'est pas le bon terme, mais qui est assez propre à ces logiques de marché en France, où on crée des formats, on crée des fictions avec des vrais univers, mais qui, à la base, les créateurs ne voulaient pas forcément avoir une idée de créer des adaptations internationales. C'est assez symptomatique du fait que la notion de format en France, dans sa dimension industrielle et économique, n'est pas forcément comprise par l'ensemble du secteur audiovisuel. Donc, c'est un des enjeux qu'on essaye de défendre à la Fabrique, sur revêtir vraiment d'une promesse format sur des concepts qui peuvent avoir une existence assez forte à l'international, qui sont assez identifiables et qui remplissent parfaitement les 3 critères de définition du format, que sont le critère d'originalité, de reproductibilité et d'exportabilité. Donc ça, c'est une caractéristique du marché français, mais aussi de la patte française en quelque sorte. Mais on sent qu'il y a quand même un Made in France en France, enfin un Made in France qui se développe, qui se caractérise. Et on voit que ces dernières années, il y a eu des créations qui ont été vraiment portées donc à la fois sur le territoire français mais à l'international. Quand on prend les exemples récents de La Chanson secrète, de Duo Mystère, de La Lettre, Vous trouvez le coupable, bien sûr, de District Z, on sent qu'il y a une vraie dynamique de création, de vouloir renouveler des genres, de vouloir surfer sur des tendances ou pas. Quand on prend la tendance de l'emotainment, on voit que le sujet, que la France, a pris le sujet à bras le corps sur ce genre de format. Qu'il y a aussi sur le top 100 des formats les plus vendus dans le monde, il y en a 3 qui sont français, donc à savoir, dans l'ordre des formats les plus vendus, Fort Boyard, avec plus d'une 30aine de ventes, VTEP, avec plus d'une 25 ventes environ, et Guess My Age, une 20aine de ventes. Donc on sent qu'aussi, ces dernières années ont montré qu'il y avait une vraie puissance et un vrai potentiel sur certaines marques françaises. On voit aussi qu'il y a des acteurs en France qui essayent également de porter ces créations. On pense notamment aux distributeurs de Can't Stop Media, mais aussi plein d'autres grandes sociétés comme Banijay ou comme des filiales internationales, mais aussi françaises, qui veulent porter ce sujet à l'international en termes de distribution. On voit que grâce à ces nouveaux acteurs, grâce à ces acteurs en tout cas qui se font connaître sur le marché,
on assiste à une circulation enfin des contenus français et grâce aussi à la circulation via les plateformes. On est vraiment dans cette logique d'un Made in France qui s'entretient et qui s'identifie de manière assez remarquable. Donc, en conclusion, grosso modo, suite à tout ce qu'on vient de se dire ensemble, les perspectives, elles sont assez nombreuses, mais on peut les résumer en 5 grands axes de réflexion. C'est vu que le format a une logique quand même assez économique de valorisation immatérielle et, comme le disait Fiona, d'industrialisation à mettre en place, il y a donc des métiers émergents qui apparaissent en France et sur lesquels on doit se former. Donc, par exemple, à la distribution, à la coproduction, à l'écriture, mais surtout l'écriture dans une logique de format. Ça, c'est des thématiques qu'on essaye de développer à la fabrique pour vraiment avoir des formats un peu plus construits, structurés, et qui est moins de formats, comme le disait Laïs, malgré eux. Ça, c'est un peu l'objectif qu'on se fixe à la fabrique, mais qui peuvent vraiment donner des éléments de repère à tout porteur de projet. Il y a un autre objectif aussi, c'est qu'en France, comme on l'avait constaté, on a une définition assez orientée sur le flux, sur le format. Il y a des genres inexploités, et comme l'a très bien dit Laïs aussi, il y a de l'hybridité à exploiter en mêlant plusieurs genres qui peuvent être entre guillemets antinomiques si c'est entre flux et stock ou entre format de stock ou entre formats de flux. On sent qu'il y a des mélanges à faire, il y a de la créativité à pousser et qu'en France, le sujet de la fiction, il est pas mal développé, mais surtout aussi le sujet du documentaire où on a eu cet élément de réflexion à la fabrique des formats où il y avait pas mal d'émissions en France qui se présentaient comme des documentaires ou des séries documentaires que les diffuseurs présentaient telles quelles, mais qui avaient une vraie promesse format. On peut prendre l'exemple de Des trains pas comme les autres, qui à la base, en fait, ce n'est pas une adaptation d'un format, mais qui était inspiré d'un autre format qui s'appelle Railway. Ça fait un peu partie de cette logique où on a une structure assez précise qui s'applique dans le documentaire et qui peut très bien se retrouver dans une logique format. Rendez-vous inter inconnu aussi, ça a une promesse format derrière. Pour l'instant, ça n'a pas été poussé en tant que format, mais il y a quand même des éléments qu'on peut exploiter et qu'on peut transformer. On peut transformer l'essai pour que ça devienne un format exportable dans le monde. Donc, comme on le disait aussi, donc, le format, c'est une façon de produire. Donc, forcément, ça implique une pérennisation aussi des activités. Quand sur des programmes unitaires, il y a un peu moins cette logique de pérennisation dans le sens où, vu que c'est un produit fini en une durée fixe, qui n'a pas cette notion de reproductibilité, forcément, ça pose des questions en termes d'activité et d'emploi, notamment pour les salariés de l'audiovisuel. Et le format répond à cette question, dans le sens où s'il y a une sérialité, une reproductibilité de l'épisode avec commande précise, ça permet de donner aussi des éléments de repère en termes d'emploi en France dans le secteur audiovisuel. Et enfin, dernier élément assez important, c'est un élément politique qui a été notamment nourri grâce au travail de Philippe Chazal, qui est le président fondateur de la Fabrique des formats, mais également aussi, il a été chargé de mission auprès du ministère de la Culture. Donc, à l'époque, c'était Franck Rister, mais il a rendu son rapport à Roselyne Bachot, donc durant le passage de témoin. Et la résultante de ce travail, c'est que le format est inclus dans la filière industrielle de l'audiovisuel. Et l'audiovisuel est une sous-filière des industries culturelles et créatives, dans le sens où le format, c'est reconnu par les instances gouvernementales et que le format va faire partie aussi des appels à projets qui vont être lancés à la fois par le ministère de la Culture, par la Caisse des dépôts, par la BPI, enfin toutes les banques d'investissement à la fois publiques et privées qui vont pouvoir se saisir de ce sujet sur comment investir dans la création française. C'est un vrai enjeu derrière que bien évidemment dans la CP2F, on pousse à fond. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, on est à votre écoute. On a réservé un petit temps de 15 minutes pour qu'on échange ensemble sur s'il y avait des choses qui étaient un peu obscures sur le plan du format ou voilà, s'il y avait des réactions peut-être sur ce qu'on s'était dit ce matin, ce midi. Voire même sur nos activités en général à la fabrique et sur les éléments, comment on pourrait aussi potentiellement, si vous aviez des projets, des choses comme ça, n'hésitez pas à nous contacter même de ce point de vue-là. Que ce soit on peut vous accompagner au travers de nos formations, de nos sessions de veille, nos rencontres, ou même voilà, vous accompagner si vous vouliez nous soumettre votre format dans le cadre de notre fonds de financement qu'on propose pour créer un premier épisode pilote. En tout cas, ce qu'il faut… Oui, allez-y Benjamin, pardon. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour
pour cette présentation. Et alors, j'ai une question parce que, donc, effectivement, alors c'est vrai, vous faites bien de rappeler que, en fait, on dit format à partir du moment où le programme a voyagé. Euh, et, mais pour nous, là, producteurs français, auteurs français, quand on conçoit des concepts, donc, on nous dit toujours quand même que, enfin, on vise toujours quand même au début le marché domestique, donc la France. Euh, euh, Si je comprends bien, vous nous conseillez tout de suite d'imaginer des concepts qui pourraient donc voyager. Mais dans ce cas-là, le truc, c'est que dans ce cas-là, il faudrait limite tout de suite en fait s'associer avec un distributeur en fait, parce que enfin, et dans ce cas-là, comment vous pouvez nous aider? Et voilà, enfin, voilà mes questions. Alors, je ne sais pas qui veut répondre. Il y a beaucoup de questions Oui. imbriquées les unes dans les autres. En effet, C'est mon problème, je pose toujours plein de questions. Non, non, mais mais comme elles sont interconnectées, Voilà. ça devrait se traiter. Non, ce que j'allais dire, c'est que effectivement, nous, notre conseil, c'est plutôt de formater les présentations des concepts que vous développez aussi comme des formats potentiels. Alors pour des jeux, c'est assez évident parce que c'est vraiment l'ADN du jeu que d'avoir des règles assez précises, des manches, etc. Donc il y a déjà des éléments de concept qui sont forts, qui sont très identifiants pour le jeu, qui en font un format un peu par défaut. Pour les autres, nous, notre cause, c'est vraiment de formater ça, de le présenter aussi comme ça, y compris pour la France et pour l'international, pour ouvrir aussi un peu le champ des possibles. Après, il est clair que à date, ça reste assez compliqué d'aller vendre un format à l'international, un paper format à l'international qui n'aura pas eu une primo-diffusion sur son territoire local, parce que la première question qu'on pose, c'est pourquoi ça n'a pas été diffusé en France. Alors on peut expliquer que la prise de risque des diffuseurs reste assez mesurée, qu'il y a peu de cases disponibles, etc. Mais ça reste pas le chemin le plus simple que de passer d'abord par l'international et de revenir ensuite en France, même si ça a été fait. Donc nous, on conseille vraiment de formater ça comme ça et dans les professionnels avec lesquels on travaille, que ce soit via le comité de sélection ou les experts avec lesquels on échange ou nos partenaires internationaux, on a des distributeurs, donc c'est aussi des questions qu'on peut traiter avec eux et en effet avoir assez tôt un distributeur dans la boucle et on voit, hein, c'est vraiment aujourd'hui la manière de distribuer, en tout cas les fonctions du distributeur ont beaucoup évolué avec plus de présence en amont sur les projets pour à la fois faire un peu de conseil sur le projet, d'ores et déjà convenir d'un minimum garanti. Enfin, on voit bien que les distributeurs sont aussi maintenant beaucoup dans des problématiques de recherche de financement en amont des projets et pas uniquement de la distribution du ready-made. Donc, avoir un distributeur assez tôt pour traiter ces questions-là, effectivement, c'est un atout. D'accord. Et dans ce cas-là, pardon, non, Oui. mais juste, pardon, parce que dans ce cas-là, parce que honnêtement, pardon, dans ce cas-là, la fabrique des formats, si nous, on vient donc avec un concept en tant que producteur et que ce concept vous convainc, vous nous aidez dans la recherche de distributeurs enfin, comment ça marche? Alors, ça dépend un petit peu des situations. Après, il faudrait voir dans le détail. Mais oui, c'est possible. En fait, on a notre offre de service, elle est déployée avec plusieurs entités. Il y a un premier accès avec de la veille sur le marché, l'étude, donc ce que présentait Arnaud. Et il y a aussi toute une partie service d'accompagnement et d'expertise de projet. Et dans ce volet-là, en effet, on peut vous mettre en relation avec un distributeur avec lequel on travaille, ou en tout cas traiter un peu cette question-là avec vous pour trouver un interlocuteur qui serait un bon partenaire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, oui. Très bien. Mais en tout cas, effectivement, pour rebondir sur votre question, Benjamin, la question précédente, c'est vrai qu'instinctivement, quand on est porteur de projet en France, quand on est producteur, en tout cas, par réflexe, on voudrait adresser le contenu en France. Mais ce qui est intéressant dans la perspective format, c'est que, étant donné qu'il y a un enjeu d'audience derrière pour les investisseurs, donc c'est-à-dire les diffuseurs, que tant qu'il n'y a pas cette promesse d'audience derrière, souvent il y a une certaine, comment dire, pas inquiétude, mais on va dire que les diffuseurs sont un peu plus difficiles à convaincre, notamment en France. C'est vrai qu'avoir une corde supplémentaire sur votre arc
qui est, vous pouvez l'adresser à un distributeur français ou international, mais qui peut se positionner sur votre format, sur votre concept, et l'exploiter sur un autre territoire, je dis par exemple en Italie, et que si en Italie, il y a une promesse d'audience, donc ça cartonne, là, effectivement, ça vous donne des arguments supplémentaires pour proposer votre format en France. C'est un peu paradoxal, mais c'est aussi une réponse qui permet aussi vraiment de pallier à cette, comment dire, au fait que les diffuseurs soient souvent un peu frileux vis-à-vis des investissements ou sont assez sélectifs sur les concepts qu'ils veulent mettre en avant en France. Voilà, et si vous prenez cette voie, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir aussi un pitch, une manière de faire qui soit aussi qui correspond bien à votre interlocuteur final. Donc, si vous vous adressez au marché anglais et à la distribution, c'est toujours bien d'avoir à la fois vos éléments de présentation en français, mais aussi dans la langue. Alors, en général, l'anglais, c'est vrai que c'est la langue la plus utilisée lors des présentations, par exemple, dans les marchés dédiés, Nipcom, TV en France. Mais n'hésitez pas aussi, voilà, à la fois dans le fond, à personnaliser si vous adressez même à une chaîne particulièrement, parce qu'effectivement, c'est souvent lié à des problématiques qu'ont les chaînes parfois. Elles ont besoin d'un programme qui réponde aussi à leurs problèmes. C'est souvent ça qui va permettre, on va dire, de dépasser ce plafond un peu complexe de frilosité des diffuseurs. Et en même temps, voilà, de vous adresser dès le début à un public international. Et pourquoi pas tester, alors c'est vrai que ça se fait encore rarement, mais je pense que ça peut être une voie intéressante et sur laquelle on peut travailler en parallèle avec les distributeurs pour développer des créations françaises, pas forcément en passant par le marché local. Alors, ça n'a pas encore été démocratisé et fait, mais voilà, nous, on aspire en tout cas à aller dans ce sens-là aussi. Ah oui, c'est bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de la part de personnes présentes qui connaissent, nouveaux d'ailleurs, potentiellement, qui ne connaissaient pas encore la fabrique? Bonjour, alors moi je ne connaissais pas, mais Oui. c'était très clair et je vous remercie. Merci beaucoup. N'hésitez pas, du coup, si voilà, par la suite vous aviez des questionnements par rapport à des projets ou des choses et que vous vouliez faire appel à nous, n'hésitez pas à nous renvoyer des messages. On pourra d'ailleurs vous renvoyer un mail à la suite de ce webinaire. J'ajoute juste un truc aussi qu'on n'a pas forcément abordé, mais parce qu'après, dans la thématique du format, on peut être très facilement bavard parce que c'est une thématique très complexe. Mais dans les genres, il y a la possibilité aussi de s'associer à des marques. Donc, dans les logiques de format de brain content, quand on voit l'exemple de Lego Masters ou de, par exemple, Buitoni qui a créé un format de fiction qui s'est exporté dans le monde, on est aussi dans ces logiques de création. Donc, le format, ce n'est pas uniquement stricto sensu entre un producteur et un diffuseur, mais que ça implique vraiment en fait, tout un écosystème d'acteurs qui travaillent ensemble et la publicité peut clairement faire partie de cette logique-là. C'est une réflexion supplémentaire dont je voulais vous faire part. Peut-être un peu davantage ouvrir le champ des possibles sur vos créations. Ça pourrait être, pourquoi pas, le thème d'un futur talk format, peut-être le numéro 2. Mais pourquoi pas. Une prochaine fois. Pourquoi pas. S'il n'y avait pas d'autres questions, je pense qu'on peut potentiellement clore cette session de talk format. Merci à tous pour votre participation, vos questions et pour votre écoute aussi. Et puis on espère que ça vous aura un petit peu plus aiguillé sur ce qu'est le format et pourquoi du coup se mettre tout de suite à créer, ou en tout cas à être dans la production de format encore en 2022 et on espère pour les années qui arrivent. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée également. Au revoir.